BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour, merci de suivre chaque semaine ce rendez-vous sur BFM Business. On vous aide à y voir plus clair au milieu de ce brouillard juridique. Oui, mieux connaître les textes qui régissent notre société, notre environnement, nos entreprises. Bienvenue dans le club du droit. Avec chaque semaine le plein d'infos juridiques, informations pratiques. Notre dossier de la semaine, dans 2 minutes, ce sera l'acte de la semaine, le statut matrimonial du chef d'entreprise. C'est important de s'y pencher, on vous expliquera pourquoi. Il y aura vos questions également, que vous nous laissez chaque semaine sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Nos amis notaires vous répondront. Auparavant, comme chaque semaine, bien entendu, celui que vous attendez, Monsieur Erwan Maurice avec les news de la semaine. Ça s'est passé cette semaine. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. On va reparler d'immobilier, donc avec la moisson annuelle, ça y est, puisqu'on est début février, on a les chiffres complets de 2017, fournis par les notaires de France. Alors, la tendance Ah oui, avec une année record, encore une fois, pour 2017. On n'était pas loin du million de ventes, 958 000 ventes en France. C'est 130 000 de plus qu'en 2016. Encore le million, bon. Pas encore, peut-être en 2018. On verra bien. Non. Avec une progression record, notamment donc dans le Bas-Rhin, plus 35%, les Landes, 33%, Charente-Maritime également, plus 29%. Bon, ça s'explique comment, ça ? 2 raisons à ça, Fabrice. D'abord, un rattrapage. Le marché était assez mou avec la crise, notamment donc, entre 2012 et 2014, et les taux d'intérêt qui sont toujours bas et qui, évidemment, incitent les acheteurs à acquérir un bien immobilier. Alors, les prix à la hausse. Ouais. À la hausse dans la plupart des villes. Regardez à Paris, on est à quasiment 9 000 € le mètre carré, 8 940, plus 7,8% par rapport à l'année d'avant. Lyon également, plus 7,6%, ou Bordeaux, où là on a la plus forte croissance, plus forte progression, quasiment la fameuse bulle de Bordeaux. Voilà. Et oui, c'était la ville de l'année. À guetter aussi Toulouse, parce que là apparemment ça se profile aussi. Et Nantes, sur Toulouse. en 2018. Nantes aussi. Alors, des villes à la baisse en revanche. Quelques baisses, exactement. Saint-Étienne, c'est pas très cher, le mètre carré, 890 €, moins 4,5%, plus ça baisse donc en 2017. Toulon également, moins 5,1%. Bon, alors ça, c'est le bilan de 2017 selon les notaires. Est-ce que l'embellie se poursuit en 2018, cette euphorie ? Oui. Alors, on attend plutôt une stabilisation, à vrai dire, en 2018. Autour de Paris, une variation de 0,4%. Donc, c'est assez faible par rapport à ce qu'on a pu connaître. Sur les maisons anciennes, en revanche, plus 3,5%. C'est ce qui est attendu en Ile-de-France. Et la FNAIM table sur une progression de 2% à l'échelle de la France, donc sur le marché immobilier. Bon, Erwan, une petite info pour terminer. Là aussi, on a un bilan en 2017 du nombre des adoptions internationales, donc émanant de Français, des adoptions à la baisse. Oui, à la baisse pour 2 raisons. Moins de couples qui adoptent, et puis une embellie économique et sociale dans la plupart des régions du monde, et donc il y a moins d'orphelins finalement. Donc en 2017, on avait un peu moins de 700 enfants adoptés à l'étranger, adoptés par des Français, 685 enfants. C'est moins que l'année d'avant, en 2016, donc c'est moins 5%, et c'est même moins 50% par rapport à 2013. D'autres raisons, il y a un cadre qui est plus strict au niveau de la législation. On ne peut plus adopter par exemple des enfants de 2 mois, c'est très compliqué. Il faut adopter des enfants un petit peu plus âgés. Il y a une lutte aussi contre le trafic qui se développe. Et donc le Quai d'Orsay s'en félicite. Il dit que l'adoption ne doit pas être conçue comme une action humanitaire. Il faut partir avant tout du besoin de l'enfant. Et de l'amour, toujours. Merci beaucoup, Erwan Maurice. C'est l'acte de la semaine, tout de suite sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Oui, chaque semaine, l'acte de la semaine, c'est le dossier de la semaine. On y consacre de longues minutes avec Yves Clément. Bonjour. Bonjour Fabrice. Maître Yves Clément, qui est notaire à Albert dans le département de la Somme. Je le disais donc tout à l'heure, il y a 2-3 minutes, avant de retrouver Erwan Maurice, le régime matrimonial du chef d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'y intéresser ? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser aujourd'hui dans ce club du droit ? C'est pas à BFM Business que je vais dire que dans les entreprises, il peut y avoir des hauts et des bas. On suppose et on espère que les entreprises tournent bien, mais en même temps, il y a une fragilité, les créanciers, il peut y avoir de mauvaises affaires, et à partir de là, c'est votre propre patrimoine qui peut être atteint, malgré la structure sociétale que vous avez pu mettre en place dans votre société. C'est vrai que vous avez raison, il y a plusieurs intérêts qui peuvent entrer en conflit, en ligne de compte. La protection du conjoint contre les créanciers, la pérennité de la boîte en cas de divorce, et toujours en cas de divorce,
l'avenir du conjoint, et puis aussi un petit patrimoine perso qui peut rassurer les banques quand on veut acquérir une entreprise. Un rappel de taille quand même, le patrimoine personnel d'un entrepreneur, il n'est jamais totalement à l'abri d'une action des créations de l'entreprise, des créanciers de l'entreprise. Oui, tout à fait, Fabrice. Il peut y avoir une action, même quand on est dans une société anonyme ou dans une SARL, des actions qui peuvent se faire parce que vous avez utilisé des fonds de la société qui pourraient être requalifiés comme un abus de bien social. Et là, toute votre protection que vous avez pensé à un moment donné mettre en place s'écroule et c'est vos propres biens qui peuvent être sujets à être saisis et vendus et tout votre patrimoine familial détruit. Et vous avez raison d'évoquer le côté familial, divorce, séparation, tous les aléas d'une vie qui peuvent également interférer sur la vie d'une entreprise. Tout n'est pas complètement étanche, vie privée, vie entrepreneuriale, le conjoint, la conjointe. Oui, sachant également que les banquiers, lorsqu'ils savent que vous êtes protégé sur le plan société, eh bien, vont peut-être demander la caution personnelle de vous-même ou de votre épouse. Et là, il faut avoir eu une protection pour pouvoir effectivement s'épargner. De façon générale, encore avant qu'on rentre sur cette question du statut matrimonial, savoir s'il faut un contrat de mariage ou pas, le chef d'entreprise, est-ce qu'il a besoin de son conjoint pour prendre certaines décisions? Est-ce que le chef d'entreprise doit demander à son mari ou à sa femme son accord, par exemple, pour vendre l'entreprise? Tout dépend leur régime matrimonial. Voilà, on y vient. Tout dépend leur régime matrimonial. Alors, demander quand on est en société anonyme, non, bien sûr, mais la partie patrimoniale peut faire partie de la communauté. S'il y avait divorce, s'il y avait séparation, le conjoint a droit à une part. Et dans ce cas-là, ça peut être la mort de l'entreprise. Oui, parce que là, c'est vrai, vous avez raison. On parle de quel statut? On parle d'une société anonyme, d'une entreprise, d'un entrepreneur individuel, d'une EURL. On parle de quoi là, en ce moment? Alors, l'entreprise individuelle ou l'artisan ou le commerçant qui est en individuel, s'il est en régime de communauté, ça fait partie de son bagage communautaire. Si par contre il est dans une société anonyme, si les parts il les a acquises avant la communauté, tout dépend à quel moment il a construit, bâti son entreprise, si c'est après le mariage, avant le mariage, s'il l'a hérité par boîte d'héritage, si effectivement tous ces éléments sont importants et nécessitent donc une analyse. C'est toujours faire du sur-mesure parce que chaque personne et chaque vie de chacun est différente. Voilà, avec toujours cette problématique, comment limiter les risques pris par le périmètre familial. Régime matrimonial fondamental, Yves Clément, parce que c'est lui qui va déterminer l'étendue du patrimoine personnel du dirigeant et donc des biens saisissables en cas de difficulté. Voilà. Tout à fait. C'est évident qu'on préconise la séparation de biens. Si on peut l'anticiper, c'est-à-dire l'idéal, c'est effectivement d'y réfléchir avant de démarrer son entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas. Eh ben non. Alors bon, quel régime choisir? Alors, en général, il n'y a pas forcément de contrat de mariage. C'est un peu le régime légal. Voilà, quand on se marie, très bien. Qu'est-ce qui va se passer alors? On est chef d'entreprise, il y a un divorce par exemple. Alors, eh bien, quand vous êtes marié sous le régime légal de communauté, que vous n'y avez pas pensé, que vous avez bâti votre entreprise, communauté réduite aux acquets, communauté réduite aux acquets, qui est le régime très majoritaire de tous les Français, eh bien, vous vous retrouvez avec, dans votre corbeille de communauté, des biens de communauté, eh bien, ces biens-là, votre entreprise a partagé quelque part, en tout cas, à indemniser votre conjoint dans le cadre d'un divorce. Si vous voulez la préserver, vous devez racheter la moitié. Et donc, on la valorise, peut-être par des experts extérieurs, à un moment où peut-être votre santé financière de l'entreprise n'est pas la meilleure. Ce qu'il faut rappeler quand même, Maître Clément, c'est ce régime légal de la communauté réduite aux acquets, quelque part. Seuls les biens propres du conjoint de l'entrepreneur sont protégés. Les biens meubles, les immeubles qu'il possédait avant le mariage ou ceux reçus en succession, en donation, tous les autres biens sont engagés. Les biens propres de l'entrepreneur et les biens communs. Donc, quelque part, ça touche aussi l'entreprise. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'on a créé à partir du mariage. Ouais. Tout ce qu'on a fait rentrer à compter du jour. Réduite aux acquets, c'est réduite aux acquisitions que vous allez faire pendant votre mariage ou aux créations que vous allez faire pendant le mariage. Tout ce que vous aviez avant reste personnel, tout ce que vous recevez par héritage reste personnel, mais tout le reste est également la prise des créanciers, prise des banquiers. S'il y avait un prêt en cours et que vous avez des difficultés financières, et un divorce peut parfois entraîner, malheureusement, une situation particulièrement difficile. Il peut arriver
donc que la boîte soit vendue, par exemple, en cas de divorce? Ça peut arriver et qu'à ces moments-là, si votre bilan n'a pas été très bon juste l'année d'avant, votre banquier vous financera peut-être pas le rachat des 50% de parts. Donc il faut bien distinguer si l'entreprise elle a été créée avant le mariage ou après le mariage, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut envisager éventuellement, pour éviter tout ça, de faire signer des clauses par le conjoint, par exemple, au moment de la constitution de la boîte, par exemple? Ce sont des choses qui se font ou pas? Alors si c'est avant, il n'y a Non, pas de il n'y conjoint. a pas de Voilà. conjoint, mais Si c'est avant, après. le conjoint, très souvent dans les sociétés, intervient en vertu d'un article 1832 du Code civil pour dire qu'il ne souhaite pas être associé. Mais pour autant, il a une part de la valeur de ses parts, même s'il n'est pas associé. Donc le chef d'entreprise est libre de diriger son entreprise, de faire ce qu'il entend. Mais s'il y a des difficultés et s'il y a divorce, le conjoint devra être indemnisé de cette valeur qu'il a créée. Alors après, il faudra peut-être préconiser un changement de régime, tout en protégeant le conjoint tant qu'il n'y a pas de divorce. On peut créer du sur-mesure dans les régimes. On peut changer de régime matrimonial, mais pas toutes les 5 minutes. Hein. Après 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. Après 2 ans de mariage, et après 2 ans, si on a déjà changé de régime, effectivement... On revient sur le régime légal. Je le disais, si on constitue la boîte après le mariage, on peut demander donc au conjoint de signer des clauses au moment justement de l'établissement des statuts de l'entreprise. C'est une pratique qui se fait ou pas? Oui, très souvent l'épouse n'intervient pas dans la société. Elle n'y souhaite souvent d'ailleurs pas parce qu'elle a elle-même son propre emploi. Mais pour autant, la valeur reste. Et donc ça, on ne pourra rien faire. On ne peut pas avoir de clause qui interdirait. Il faudra rechanger le régime pour pouvoir mettre des clauses. Le sur-mesure, c'est avec un changement de régime. Si vous êtes en régime légal, vous ne pourrez pas. Après un divorce, est-ce que l'ex-conjoint peut être pourchassé par des créanciers de l'entreprise? Si elle s'est portée caution à un moment donné, pourquoi pas? Et si on n'a pas réglé ça dans le cadre du divorce par rapport à des aléas, et qu'on n'a pas désamorcé les cautions, qu'on n'a pas réglé le problème avec les banquiers pour lequel ou les créanciers avec lesquels on avait des cautions, eh bien, effectivement, il peut y avoir un risque. Alors ça, c'est une dette qui n'aurait pas été nommée dans la liquidation et qui pourrait ressortir. Donc, quand on vous écoute, Yves Clément, finalement, vous déconseillez ce régime légal, clairement. Pour un chef d'entreprise, oui, bien sûr. Pour un chef d'entreprise, oui. Et il faut effectivement, même si on a une structure sociétale qui vous protège, qui semble vous protéger, il faut effectivement, quitte à faire, si la séparation vous paraît trop abrupte par rapport au conjoint, si le conjoint ne travaille pas, qu'il n'a pas de bien personnel, on peut mettre des clauses qui adoucissent, en cas de dissolution par divorce ou par séparation, qui adoucissent le sort du conjoint, en laissant une clause qui permette de laisser un bien immobilier, par exemple, commun. Tout c'est possible, on peut faire du sur-mesure. Donc, à vos yeux, le meilleur contrat de mariage pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est celui de la séparation des biens, finalement? Oui. Où l'entrepreneur, finalement, est seul à prendre les décisions? Il est de toute façon seul à prendre les décisions. Par contre... Alors les risques, si vous voulez aussi, voilà, hein, les risques éventuels. Les risques de la séparation, c'est qu'effectivement, le conjoint, si il n'a pas de revenus, pas de moyens, risque de se retrouver, s'il y a un divorce, et si on n'a pas fait les choses sur mesure, de se retrouver sans rien, et d'avoir un conjoint, lui, chef d'entreprise, qui a tout, qui donc laissera malheureusement l'époux divorcé sans aucun moyen de vivre. C'est un régime réellement protecteur, celui de la séparation des biens? Il n'est jamais totalement protecteur, parce que chef d'entreprise, c'est un métier à risque, et un banquier notamment, lorsqu'il sait qu'il y a une séparation de biens, peut quand même essayer de pousser le curseur pour demander la caution du conjoint. Ne soyons pas dupes. Si vous êtes en position de force et si votre entreprise tourne relativement bien, il acceptera de n'avoir comme caution que vous-même. Par contre, si vous êtes au début d'un démarrage, il y a fort à penser. Alors, par contre, caution peut être oui, mais n'oubliez pas de la limiter dans le temps, la limiter en montant, pour qu'effectivement vous soyez néanmoins un peu protégé. Il ne faut pas dire oui toujours à votre banquier, il faut de temps en temps mettre un frein à ses demandes. Le banquier, on attend qu'il nous dise oui souvent. Hein. Bon, en tout cas, il y a un régime à proscrire, c'est celui de la communauté universelle. Ça, vous nous dites surtout n'y touchez pas. Hein. Enfin, lorsque vous avez vécu 30, 40 ans, c'est autre chose. Voilà. D'accord. Ouais. Et que votre entreprise tourne bien, on peut revoir les choses. Bon, très bien. Bon, on a survolé tout ça, c'est très bien en effet. Il faut en tout cas se poser
toutes les bonnes questions, comme on le fait à chaque fois. Yves Clément, merci beaucoup. Merci Fabrice. Maître Clément, qui est notaire à Albert, dans le département de la Somme. L'acte de la semaine, tout de suite, passez-moi le notaire. Les questions, le feu des questions et des réponses. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Oui, un feu d'artifice de questions. Oui, vos questions que vous nous laissez sur le club du droit @bfmbusiness.fr avec la réponse de nos amis notaires. Notre voisin Olivier Ernberger. Bonjour maître. Bonjour. Oui, Olivier Ernberger qui est notaire à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine, donc à quelques centaines de mètres des studios de BFM Business. On va prendre une première question, oui, qui nous emmène directement dans le sud, à 7, dans le département de l'Hérault. C'est Marianne qui nous demande « Que se passe-t-il si l'on vend notre bien démembré, usufruit, nue propriété? Comment se fait la répartition du prix ?» C'est quoi déjà un bien démembré alors? Oui, l'usufruit, enfin le démembrement, ça consiste à répartir les prérogatives du droit de propriété entre deux personnes, l'usufruitier d'un côté, le nu propriétaire de l'autre. Donc il y en a un des deux, l'usufruitier, qui a certaines des prérogatives. Schématiquement, il a les prérogatives de l'utilisation du bien. Il peut l'habiter, le mettre en location et toucher les revenus. C'est lui qui encaisse les flux financiers. C'est une sorte de bien des amoindri revenus. quelque part ou pas? Ce sont certaines des prérogatives du droit de propriété qu'on répartit sur D'accord. plusieurs têtes. Donc l'usufruitier, l'utilisation et les revenus. Et le nu propriétaire, c'est le vrai propriétaire, c'est celui qui a le capital, qui a vocation à récupérer le bien à terme. À terme, c'est-à-dire à la fin de l'usufruit. Donc c'est ça l'usufruit. Alors ça veut dire que quand on vend la propriété du bien, il va falloir répartir le prix de vente entre les titulaires de ce droit de propriété. C'est toute la question. Déjà, c'est fréquent, cette hypothèse? Dans Ah, quel c'est- cadre on la rencontre? C'est une hypothèse assez fréquente, d'abord Ouais. parce qu'il y a les usufruits que l'on constitue volontairement. Souvent, quand les parents donnent des biens, ils donnent la nue propriété, mais ils gardent l'usufruit parce qu'ils veulent garder la possibilité d'habiter ou de mettre en location et de toucher les revenus. Donc ça, c'est les usufruits que l'on constitue volontairement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les usufruits légaux, ceux qui sont constitués automatiquement par la loi. C'est le cas, par exemple, de l'usufruit du conjoint survivant. Le veuf ou la veuve, des fois, récupère un usufruit au décès du conjoint. Alors, c'est quoi le principe de la répartition Alors, le principe, c'est qu'on répartit. C'est quoi Le principe, c'est qu'il on va rappelle falloir... la valeur des droits de chacun? il va falloir Ouais. identifier la valeur respective de l'usufruit et de la nue propriété. Alors, ça se calcule comment? On pourrait prendre comme réflexe les références fiscales. Le droit fiscal a des données. Lui, il attribue une valeur à l'usufruit toutes les tranches de 10 ans. Par exemple, si j'ai 72 ans, il considère que mon usufruit, forfaitairement, il vaut 30%. C'est la valorisation fiscale. Celle-là, elle s'impose à moi dans ma relation avec l'administration fiscale. Mais dans la relation avec un acquéreur, avec un associé, avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas tenu par les valorisations fiscales. Et de surcroît, les valorisations fiscales, elles peuvent être fausses par rapport à la vraie valeur économique de l'usufruit. Si on reprend ce qu'on a dit au début, l'usufruit, c'est la possibilité d'utiliser le bien pendant toute ma vie. Donc on voit bien qu'il y a deux facteurs. La possibilité d'utiliser le bien, ça renvoie à son taux de rentabilité. Et ma durée de vie, la durée de l'usufruit, c'est ma durée de vie. Donc on voit bien qu'il y a une composante taux de rentabilité et une composante durée. Donc c'est avec ces deux éléments qu'on va rechercher la valeur réelle économique de l'usufruit. Si je reprends mon exemple de la personne qui a 72 ans, l'administration fiscale, elle dit ton usufruit, il vaut 30%. Donc si mon bien vaut 200 000, mon usufruit, il vaut 60 000 euros. 60 000 euros. Mais si mon bien qui vaut 200 000, il a un super taux de rentabilité, il a 5 ou 6% de taux de rentabilité, et que mon espérance de vie, je suis une femme, et j'ai 72 ans, et de 15 ou 16 ans, on voit bien, si on multiplie la rentabilité avec cette espérance de vie, que la valeur économique de mon usufruit, elle est peut-être de 100 000, 120 000, et non pas de 60 000 euros, comme le disait l'administration fiscale. Donc on a intérêt à se mettre d'accord et à rechercher cette valorisation économique. On peut prendre la valeur fiscale, on peut prendre la valeur économique, on peut faire une moyenne, mais enfin, il faut qu'on en discute. On en discute. Bon, très bien, voilà, c'est clair. Charles à Paris, dans le 4e arrondissement, qui nous dit « J'ai une SCI, j'ai l'intention d'opter pour l'impôt sur les sociétés pour limiter mon imposition au titre des bénéfices fonciers. Toutefois, nous dit-il, je suis inquiet car un ami m'a dit que je serais assujetti à la plus-value professionnelle en cas de revente. » Bon, ce qu'il faut déjà dire, une SCI, par défaut, elle est imposée, non pas à l'IS, mais
un impôt sur le revenu. Oui, hein, par Olivier principe, Hammerberg. on parle de la SCI de Monsieur Tout-le-Monde, Ouais. celle que je vais faire pour des investissements immobiliers. Elle n'est pas connectée à une activité professionnelle et par principe, elle n'a pas d'existence fiscale. En fait, ses revenus, c'est les miens, c'est ceux des associés. Donc elle n'est pas à l'IS, elle est à mon impôt Alors sur le pourquoi revenu. faudrait-il opter pour l'IS? Alors ça peut avoir, c'est pas mieux ou moins bien, mais ça peut avoir un sens. En fait, ça consiste à donner à sa SCI une approche un peu business finalement de sa gestion et de ses flux financiers. C'est une toute autre logique. Dans l'IS, elle va avoir son imposition, son résultat fiscal, ses revenus, qui seront distincts des miens et qui sont des résultats d'entreprise qui sont donc différents du mien. Il y a deux motivations intéressantes. Une première motivation, c'est que c'est elle qui est imposée, c'est pas moi. Tant qu'elle ne me fait pas remonter de l'argent, tant que les loyers ne remontent pas chez moi par des dividendes, je ne suis pas imposé. C'est elle qui est imposée. Ça, c'est la première réponse intéressante. Je ne suis imposé que de ce qui remonte. La deuxième réponse intéressante, c'est que, comme une entreprise, elle peut pratiquer des amortissements sur ses travaux, que moi, je ne pourrais pas. Donc voilà, un des éléments de différence. Sauf sur le terrain. Sauf sur le terrain, mais uniquement sur les bâtiments. Bien sûr. Donc voilà deux éléments qui font que c'est différent et qu'il faut qu'il y ait des calculs à faire pour savoir si c'est pertinent. En cas de vente, il y a deux cas de figure. La question est de savoir si c'est la SCI qui vend ou si c'est moi qui vends les parts. Parce que en matière d'IS, si c'est la société qui vend, c'est un résultat qui va tomber dans les résultats IS. Si c'est moi qui vends, on est dans le schéma des cessions de parts sociales, qui est un schéma différent de la plus-value immobilière, donc avec des règles un petit peu différentes en matière d'abattement. Les abattements sur les durées de détention ne sont pas les mêmes et le taux de cette plus-value n'est pas le même. Donc il y a des calculs à faire. Donc il a des raisons d'être inquiet ou pas Non, il a des raisons de se Charles poser des questions. Il va peut-être pas être dans un cas de plus-value professionnelle, ce ne sera peut-être pas des plus-values professionnelles, mais ce seront des plus-values de cession de parts sociales. En tout cas, quand on choisit l'IS, c'est irrévocable. Hein. Absolument, Voilà. c'est une option qui est irrévocable. C'est bien de le rappeler. Allez, ça file dans ce club du droit sur BFM Business. On a le temps pour prendre la question de Nelson à Longwy, c'est en Meurthe-et-Moselle, bien sûr. Hein. Mon notaire me dit que le terrain que je veux vendre est classé en emplacement réservé. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas une très bonne nouvelle. C'est une servitude, hein, c'est ça? C'est une servitude d'urbaniste, c'est-à-dire que c'est un des outils dont disposent les collectivités dans le plan local d'urbanisme pour identifier des zones dans lesquelles elles ont des projets. Alors, projet de création d'un équipement public, d'une école, projet d'un espace vert, ou projet même de logement avec de la mixité sociale, de logements sociaux. Bon, donc, c'est une mesure qui a plutôt tendance à restreindre ce que je vais pouvoir faire. Alors, bien sûr, je peux vendre, mais l'acquéreur, moi-même en tant que propriétaire, je ne peux plus déposer de permis de construire qui ne soit pas compatible avec la destination de l'emplacement réservé. Ça limite la constructivité. Ça limite la constructibilité. Voilà, et puis la valeur de mon bien, quelque part, elle est diminuée. Ça limite forcément la valeur de mon bien, ça l'impacte. Alors, je peux m'opposer par contre à cette servitude? Je peux contester, bien sûr, au moment de la modification du PLU, quand on va créer ça, je peux argumenter et essayer de m'y opposer. Mais je suis surtout protégé par une autre technique qui est ce qu'on appelle le droit de délaissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la collectivité m'a inclus dans un emplacement réservé, je peux lui dire d'accord, vous avez un projet, prenez le bien. Et je peux on peut forcer à me l'acheter. À l'acheter. Exactement. D'accord, ça c'est possible. Et la commune a quel délai pour acquérir le bien? Alors, je ne connais pas les délais dans le détail dans le code de l'urbanisme, mais c'est une procédure qui est encadrée dans le code de l'urbanisme qui permet de contraindre la collectivité sur la base d'une valorisation qui sera faite par les domaines à acheter le bien. Valorisation qui, en principe, doit être faite avant l'emplacement réservé, évidemment. Bon, c'est très bien. Voilà, c'est précis. Olivier Hammerberg, donc notaire à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Continuez avec les questions sur le club du droit @bfmbusiness.fr. On vous redonnera la parole évidemment la semaine prochaine. Auparavant, le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, rendez-vous chaque semaine pour découvrir les multiples facettes des notaires qui viennent aussi conseiller les associations qui cherchent à susciter la générosité au travers de dons, de legs, en tout genre. Le reportage commenté par Erwan Maurice. C'était il y a quelques jours le renouvellement à Paris d'une charte signée entre le notariat et France Générosité qui regroupe une centaine d'associations. L'objectif, faciliter la transmission et la délivrance de legs. Maître Sophie Gonsard. Vous avez des clients qui vont donner de leur vivant, qui sont de plus en plus nombreux et pour des montants de plus en plus importants. Et puis il y a des personnes qui, n'ayant pas d'héritier, souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine. Il faut nécessairement un testament. Et l'enjeu entre nous était d'essayer de faire en sorte que ce testament soit le plus simple et le plus efficace possible. Testaments qui sont l'affaire des notaires, très en pointe pour se frayer un chemin dans les méandres de la loi. Maître Jean-Michel Mathieu, le président de l'Institut notarial du patrimoine et de la famille. Nous avons organisé une formation spécifique aujourd'hui sur l'exécution des legs, donc avec l'ensemble des problématiques juridiques, pratiques,
fiscale. Cette formation est donc dispensée aux représentants d'une soixantaine d'associations en contact permanent avec de potentiels donateurs. Sabine Legré-Gontier de la Fondation de France. L'importance de ces formations est d'échanger les bonnes pratiques tout en étant complémentaires entre la pratique du terrain des différentes structures associatives et la pratique juridique des notaires. Des bonnes pratiques qui visent à promouvoir la générosité déterminante pour les associations. Anne de Matarel de l'UNICEF France. On estime à 8 ou 9 milliards le potentiel de legs qui pourrait être transmis à des personnes en dehors du cadre familial. C'est en croissance, il y a énormément de personnes qui décèdent sans héritier. Ça constitue un pouvoir très important du monde associatif. Dons, donations, legs, transmission du vivant ou post-mortem, notaires d'un côté et associations de l'autre multiplient les initiatives pour stimuler la bonté des Français. 1% des donateurs représentent le quart de la collecte des associations. Voilà, encourager la générosité. Merci à tous, merci de nous avoir suivis dans ce Club du Droit. Dans quelques jours, rendez-vous avec l'acte de la semaine, gros plan sur le viager. Et puis n'oubliez pas, toujours vos questions sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Très bonne semaine à tous.